L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours parce que j'aime beaucoup ça dans le cadre de cette émission. Et quand je dis revenir, c'est revenir au petit garçon que vous étiez, au jeune matelot que vous étiez. Vous avez commencé dans des conditions extrêmes, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces premières expériences de mer ? Tout à fait. Donc moi, je suis Jean Porcher. Je suis né à Ivignac-la-Tour, dans les Côtes-d'Armor. Et donc, je commençais à garder les vaches à l'âge de 12 ans. Ensuite, vers 14-15 ans, je voyais les marins-pêcheurs qui arrivaient avec leurs mobylettes et tout. Donc, j'ai dit pourquoi pas moi. Donc, je suis parti à l'école d'apprentissage maritime à Saint-Malo, 11 rue de Toulouse. J'ai fait 1 an d'école. Et là, en 1965, ça fera 61 ans cette année, 60 ans cette année, je suis parti sur les bancs de Terre-Neuve. Donc, sur les bancs de Terre-Neuve, j'ai fait 13 campagnes en 4 ans. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Bon, première campagne, ça a été assez brutal. Vous m'avez raconté quand on a préparé cette émission. Je suis rentré sur le bateau, on a jeté mon sac par-dessus bord. J'ai dû me débrouiller tout seul, sans affaire. Première expérience de la mer. Ah, c'est difficile, hein, il faut être puissant. Et ce qui est embêtant, c'est surtout le mal de mer, quoi, pendant 3 mois. Donc là, il n'y a pas besoin de salle de sport pour maigrir, parce que là, on perd du poids. Vous regrettiez le plancher des vaches, justement, c'est le cas de le dire, parce que vous avez quitté justement les champs pour la mer. Vos parents vous ont laissé partir comme ça facilement ? Oui, parce que j'avais de la chance d'avoir des parents qui voulaient me laisser faire ce que j'avais envie de faire, et je remercie aujourd'hui. Parce que c'est une expérience un peu fou. Enfin, il faut être fou pour partir à Terre-Neuve. C'était 12 heures de travail et 6 heures de repos, quoi, jour et nuit. Et quand il faisait chaud, il faisait 5 degrés. Quand il faisait froid, il faisait moins 20. Bon, qu'est-ce que ça fait comme entrepreneur, comme dirigeant ? Vous en avez gardé quoi ? C'est de la résilience, c'est de la résistance. Très bon souvenir. La preuve, maintenant 76 ans, je suis en forme, tout va bien, la vie est belle. Bon, et la suite, alors, quand vous êtes revenu de ces campagnes-là, vous aviez déjà dans l'idée d'être armateur un jour, de vous tourner résolument vers la mer et d'en faire un projet de vie entrepreneurial ? Non, pas du tout, mais bon, le fait de revenir sur Daouet, le petit port qui est pas très loin d'ici, ça m'a beaucoup plu. Et au début, je trouvais que mes patrons n'étaient pas trop gentils. J'ai dit, je vais peut-être essayer de prouver le contraire. Et c'est là que petit à petit, parce que je venais d'Ivignac à Daouet en mobylette avec un pain pour la semaine, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas beaucoup à manger à l'époque. Et puis, au bout d'1 an, j'ai dit, c'est bon. Donc, je suis parti au service militaire. Donc là, je suis retourné à l'école, au service militaire. Et quand je suis revenu, donc j'étais 1 an patron de sablier au Légué. Mais ça m'ennuyait beaucoup. C'était toujours des voyages, quoi, aller-retour. Et puis, en 70, j'ai acheté mon premier bateau, le Pépito. Bon, vous l'avez acheté comment ? Vous aviez de l'argent ? On vous a fait non, confiance ? il n'y avait pas d'argent. Fallait faire, on appelait ça en leasing, c'est ça, très cher, des taux à 16% à l'époque. D'où j'ai dit, on avait du mal à rembourser. Hein. Mais ça s'est bien passé. Puis l'année suivante, j'ai vu que ça fonctionnait parce qu'il fallait beaucoup travailler, bien sûr. Et j'ai acheté à 12 mètres. J'ai fait 2 ans avec le 12 mètres. Petit à petit, il s'appelait le Fleur d'Ajon. Et après, j'ai commencé à rencontrer les compagnons de devoir. Et avec eux, j'ai construit le premier bateau, la Farfadet. Le chat Farfadet, c'était une chanson des enfants à l'école. Et au bout de 2 ans, j'ai construit au bout de 3 ans, j'ai construit un autre bateau à 16 mètres. C'était la Fanette de Jacques Brel. Et après, donc petit à petit, on a construit des 20 mètres en acier. Mais c'était difficile parce que l'argent, il fallait la trouver. Mais enfin, il y avait des bonnes banques à l'époque. Et aujourd'hui aussi. Et puis voilà, l'oiseau a fait son nid. Et après, j'ai acheté des bateaux d'occasion en plus grand. Et on a eu la chance, dans les années, il y a 45 ans, que la Chambre de commerce et le Conseil général ont suivi le département pour lancer l'économie qu'il y a aujourd'hui. Ouais, il fallait cet alignement de planète, justement, entre les institutions économiques, les banques du territoire et les entrepreneurs comme vous, pour que ça marche. On en parle souvent, ça, l'importance de l'entourage, notamment familial. Vous avez parlé des copains d'enfance qui avaient fait ce premier pas, qui vous ont peut-être aussi encouragé à le faire. Mais l'importance de l'entourage familial, c'est un vrai sujet, ça, quand on crée, quand on entreprend, quand on prend des risques, quand on va investir. Oui, alors je pense que je m'en suis rendu compte après.
Mais clairement, le rôle de ma femme dans cette histoire, elle m'a permis de le faire. Il ne fallait pas trop réfléchir, en creux aussi, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il fallait y aller, il ne fallait pas se poser trop de questions. À un moment, il faut faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Oui, je faisais un métier que je ne pouvais pas faire au niveau où je le faisais en province. Donc, de toute façon, vivre au bord de la mer, ça voulait dire faire autre chose. Et après, pas tant que ça, le fait que souvent on dit le saut, la peur de l'échec. Je ne sais pas, moi, c'était un peu un espèce de mouvement naturel, j'ai pas eu ça. Par contre, quand je regarde avec du recul l'accompagnement dans la famille, parce qu'à un moment, il y a quand même une mobilisation qui est forte, si le soir à la maison, c'est faudrait que tu sois un peu plus là tous les jours. C'est pas forcément qu'on est absent dans tous les cas, enfin, on est mobilisé quand même un peu, intellectuellement. Ouais. Mobilisé mentalement. Et je pense que oui, j'ai vraiment été aidé dans ce sens et je la remercie. Ouais. Justement, de ces démarrages, vous avez évoqué ce tour du monde en bateau. C'était nécessaire de faire cette coupure entre Paris et cette nouvelle aventure ici, sur le territoire. Et plus concrètement, la mise en tant que capital de votre bateau, en tout cas comme premier investissement, première immobilisation. C'est un vrai pari, ça aussi, c'est marrant. On est à une époque, donc c'est 98, où le capital risque, je ne sais pas, peut-être que le mot existe, c'est un truc un peu exotique qui se passe dans la Silicon Valley, mais en tous les cas, ça ne se pratique pas en Bretagne, et je pense en France, c'est pas trop ça. Donc en fait, faut avoir à un moment donné un investissement de départ. Et puis, comme dans beaucoup d'aventures entrepreneuriales, sauf si c'est des choses avec des très gros investissements, le premier coût, c'est son propre coût, parce que pendant un an, on ne gagne rien. Donc en fait, j'avais le bateau et appris pendant un an à vivre sur un bateau où on vit avec presque rien. Donc en fait, j'avais les deux éléments et c'est ça qui a permis au final le tout démarrage. Ouais. Et après, l'accélération, ça va très vite, c'est l'esprit un peu start-up, vous avez envie de conquérir des marchés, tout ça fonctionne bien, on vous fait confiance, il y a les premiers clients qui arrivent, aujourd'hui répartis dans différents pays, donc un volet évidemment international. Je voudrais qu'on revienne aussi effectivement dans la relation avec votre papa, alors sans aborder les choses de manière freudienne, mais un prolongement quand même de ce que lui avait initié quelque part en déposant des brevets, on l'a dit tout à l'heure, ingénieur de formation et de pratique professionnelle chez France Télécom. Il n'est pas allé jusqu'au bout, vous aviez envie de poursuivre quelque chose chez Quanteo, c'est un prolongement de ça, de lui? Oui, clairement. En fait, donc l'histoire, c'est que moi, mes 10 années parisiennes, je n'ai pas vu beaucoup mes parents. Et en revenant de ce voyage, je passe un petit peu de temps avec eux. Et quelque part, je redécouvre que j'ai un papa qui est un inventeur génial. Et que, d'ailleurs, il n'est pas le seul. Qu'en fait, l'archétype de l'inventeur, c'est quelqu'un qui est doué pour inventer, et quand il va jusqu'au bout, il va jusqu'au brevet. Ouais. Il s'arrête là, il ne va pas au marché. Mais après, c'est plus son monde. Et là, je me suis dit, quelque part, moi, mon monde, c'est celui d'après, avec sans doute, je n'imaginais pas toute l'intégralité de ce que ça représente, mais j'avais l'idée que j'étais capable de faire ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment cette complémentarité entre des inventions où il était allé vraiment au bout de ses recherches, ce qu'on appellerait aujourd'hui la fin d'un travail de R&D, en fait. Est-ce que le fait que vous soyez un acteur local, c'est un plus? Vous gagnez de la confiance parce que vous êtes un enfant du pays. Oui. Vous êtes local et un acteur local. Je pense que oui, ça nous permet déjà d'avoir des références à proximité. Donc on dit aux maires, on dit aux habitants, voilà, on a monté tel et tel projet, vous pouvez vous renseigner sur la manière dont on travaille. Et après, on est de ce territoire, le Grand Ouest, donc on met un point d'honneur à faire des projets de qualité, ça c'est clair. Bon, au-delà du fait que ça participe évidemment très concrètement à la transition environnementale, et les Françaises et les Français l'ont bien compris, est-ce qu'aujourd'hui l'énergie renouvelable est une énergie bon marché? Pendant longtemps, le solaire, le photovoltaïque, l'éolien, n'était quand même pas très compétitif. Aujourd'hui, vous arrivez à proposer des prix qui le sont? On est l'énergie la plus compétitive. Hein. Le solaire, on vend l'électricité à peu près à 7 centimes d'euros le kilowattheure. Et l'éolien, on est entre 7 et 8 centimes d'euros le kilowattheure. Donc on a dépassé toutes les autres énergies. On est même moins cher maintenant que les projets de nouveau nucléaire.
Bon, pour l'éolien, pas de problème, on peut le comprendre parce qu'il y a un peu de vent sur nos territoires. Pour le photovoltaïque, c'est à discuter malgré le réchauffement climatique. Plus sérieusement quand même, en quoi ces territoires qu'on évoque aujourd'hui, la Bretagne bien sûr, les Pays de Loire et la Normandie, sont les bons territoires, la bonne échelle pour développer ces projets-là? On a tout pour que ça fonctionne ici, sur ces territoires-là? Oui, on a tout. On a le gisement, on a l'espace. Si vous voulez, c'est aussi important que chaque territoire dispose de ses propres moyens de production pour atteindre, on va dire, au moins 50% de la production par rapport à sa consommation sur le territoire. Et après, aller plus loin. C'est aussi la sensibilisation des habitants du territoire et l'appropriation, se rendre compte que pour changer, pour engager cette transition, il faut aussi des équipements sur le territoire. Bon, vous parlez de la création de ces emplois, de ce temps long, justement. Comment est-ce que vous arrivez à... Là, c'est vraiment d'un point de vue managérial, à mobiliser vos équipes sur ce temps long, à ne pas les décourager? Quand on est ingénieur, on est impatient aussi, on a envie que ça... on va dire que la qualité principale d'IEL, c'est la persévérance, parce que vraiment, on lâche pas, quoi. On y va tout le temps. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des coups durs, que les autorisations tardent ou ne sont pas obtenues. On travaille, on se remet en cause, on essaye de refaire les choses. On les tient, les gens sont toujours motivés parce qu'ils sont convaincus. C'est vraiment ça. L'ensemble des collaborateurs et collaboratrices sont convaincus dans ce domaine et sur la nécessité d'agir. Voilà, ça c'est clair. Et je pense qu'ils sont aussi fiers des réalisations qu'ils accomplissent. On va vous proposer, parce qu'on le fait à chaque émission dorénavant, de répondre à une question posée par un autre dirigeant sur un sujet extrêmement large. Je vous laisse découvrir cette question et y répondre. Donc on m'a demandé de poser une question à un dirigeant qui sera le prochain invité. Donc ma question est très simple. Étant donné le contexte économique en France, est-ce que vous êtes toujours en disposition d'investir dans notre pays ? Oui, vu notre activité, la réponse est oui. C'est vrai que le contexte économique avec notamment, nous, on est très dépendants des emprunts qu'on sollicite pour la construction de nos parcs éoliens. Donc les taux bancaires pour nous sont un sujet de fond. Mais nous, oui, on continue à investir. Et, on a connu sur les 20 ans des hauts et des bas, des crises. Et on sait qu'il y a aussi des opportunités à prendre dans ces moments-là. Donc oui, plus que jamais. Et on est convaincu que ça se joue à l'échelle des territoires. Donc oui, on continue à investir. Bon, peut-être une dernière question, parce que c'est intéressant aussi. Comment est-ce que vous êtes perçu par les grands acteurs? Vous êtes une menace ou un partenaire? Je pense notamment aux grands acteurs de l'énergie, de l'électricité dans notre pays. Non, une menace, non, je crois pas du tout. C'est vrai que nous, quand on a créé la société, il y avait une multitude d'acteurs de notre taille. Il y a eu des rachats au fur et à mesure et on est un des derniers indépendants à l'échelle du Grand Ouest. Non, je pense qu'on est considéré comme un acteur classique. Alors, on n'a pas forcément la taille ou les effectifs de nos confrères, mais j'espère qu'on est reconnu pour la qualité de nos réalisations. Mais ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup, Ronan. Je vous en prie. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.